À la tour de Londres, mai 1536. Le froid pénètre à travers les murs de pierre de la petite chambre où Anne Boleyn, maintenant prisonnière, contemple son destin. Ses doigts fins, autrefois ornés d'anneaux royaux, tremblent maintenant au touchant son propre cou. Le silence n'est brisé que par les pas des gardes et le lointain tintement des cloches de Londres. Le sol de pierre est sale et le matelas de paille dégage une odeur putride. Ce n'est pas un logement pour une reine, mais Anne ne porte plus ce titre. Ses dames de compagnie, réduites à seulement 4, observent avec des yeux embués, tandis qu'elle marche d'un côté à l'autre, ses pas résonnant dans la cellule, humide. La robe noire qu'elle porte est loin de la splendeur des soies et velours qui couvraient autrefois son corps. Ses cheveux noirs, autrefois sa marque de beauté, tombent maintenant sans vie sur ses épaules. Les cernes profondes marquent un visage qui, jusqu'à il y a quelques jours, régnait sur toute l'Angleterre. Sur les murs, Anne parvient à distinguer des marques laissées par d'autres prisonniers, certains qui étaient aussi de la royauté, d'autres qui ont également attendu leur fin en ce même lieu. L'air est lourd de l'odeur de mort imminente, et elle sait que son nom rejoindra bientôt la liste de ceux qui ont tout perdu entre ces murs. La nuit, quand les torches projettent des ombres inquiétantes dans les couloirs, Anne se permet de revivre les moments de son ascension. Comment une simple dame de compagnie a-t-elle pu devenir reine d'Angleterre? Comment ses ambitions l'ont-elles menée si haut, seulement pour la faire chuter de façon si brutale? Assise dans sa cellule, en observant la lune à travers les barreaux étroits, Anne se demande comment une femme qui a changé le visage de l'Angleterre, qui a provoqué un schisme religieux et redéfini le pouvoir d'une nation, a-t-elle fini par attendre la mort dans la même tour où elle avait autrefois célébré son couronnement? Le bruit de la clé tournant dans la serrure la ramène à la réalité. C'est l'heure d'un nouvel interrogatoire. Tandis qu'elle se lève pour faire face à ses accusateurs, Anne sait que chaque moment qui passe la rapproche de l'échafaud. Qu'est-il arrivé à la femme qui a conquis un roi et divisé un royaume? Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne et de mettre un like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Angleterre, 1121. Le royaume d'Henri VIII resplendit à son apogée médiéval. Le jeune roi, marié depuis plus d'une décennie avec Catherine d'Aragon, princesse espagnole et intendante du puissant empereur Charles V, gouverne une nation prospère mais inquiète. La cour anglaise bouillonne d'intrigues et une jeune femme récemment arrivée de France est sur le point de changer le cours de l'histoire. Anne Boleyn revient sur le sol anglais après des années d'éducation à la cour française sophistiquée. Ses manières continentales, sa grâce à la danse et son intelligence aiguisée la distinguent immédiatement des autres dames. Elle ne possède pas la beauté classique de sa sœur Marie, mais elle porte en elle quelque chose de plus précieux, un magnétisme irrésistible et un esprit politique brillant. La jeune Anne devient rapidement dame de compagnie de la reine Catherine. Ses talents en musique, poésie et conversation attirent l'attention de toute la cour. Elle maîtrise l'art de la danse française, parle plusieurs langues et comprend profondément les alliances politiques européennes complexes. Sa famille, les Boleyn, possède déjà des connexions importantes à la cour. Mais Anne est déterminée à aller plus loin. Le cardinal Wolsey, l'homme le plus puissant après le roi, observe avec un intérêt croissant cette nouvelle figure. Anne démontre un talent spécial pour la navigation politique, évitant les alliances précipitées et construisant soigneusement sa réputation. Elle rejette les tentatives de cour, y compris des propositions avantageuses de mariage avec des héritiers de nobles familles. En 1526, l'impensable se produit. Le roi Henri VIII, connu pour ses liaisons extra-conjugales, commence à manifester de l'intérêt pour Anne. Contrairement aux autres femmes de la cour, y compris sa propre sœur, Marie, Anne ne cède pas aux avances royales. Elle refuse d'être une simple maîtresse royale, établissant un précédent qui changera l'histoire de l'Angleterre. La stratégie d'Anne est audacieuse et dangereuse. Chaque fois qu'elle rejette les avances du roi,
sa valeur à ses yeux augmente. Henri, habitué aux conquêtes faciles, se retrouve complètement fasciné. Les lettres qu'il écrit à Anne révèlent une obsession croissante, un mélange de désir et de frustration qui commence à affecter les décisions d'État. Pendant ce temps, Anne renforce sa position à la cour. Elle commence à promouvoir des idées réformistes, introduisant Henri à des textes protestants qui remettent en question l'autorité papale. Son influence grandit silencieusement et elle construit un réseau d'alliés parmi les nobles les plus jeunes et progressistes de la cour. En 1527, Henri fait une proposition que personne n'attendait. Il ne veut pas Anne seulement comme maîtresse, il la veut comme reine. Le roi, qui manifestait déjà son inquiétude face au manque d'un héritier mâle, commence à questionner publiquement la validité de son mariage avec Catherine d'Aragon. La grande question, comme elle sera connue, met en mouvement des événements qui transformeront à jamais l'Angleterre. Anne Boleyn, la jeune femme arrivée de France quelques années plus tôt, se retrouve maintenant au centre d'une révolution politique et religieuse. Son ascension fulgurante est sur le point d'atteindre son point culminant, mais le prix sera plus élevé que quiconque pourrait imaginer. La cour anglaise, traditionnellement alignée avec Rome, est au bord d'une rupture historique et Anne est la catalysatrice de cette transformation. 25 janvier 1533. L'Angleterre se réveille avec une nouvelle qui ébranle ses structures. Henri VIII s'est marié secrètement avec Anne Boleyn. Le royaume est divisé et l'air dans les rues de Londres porte la tension d'une guerre imminente. La nouvelle reine, déjà enceinte, émerge du mariage secret avec un sourire triomphant, mais ses yeux révèlent la conscience du danger qui l'entoure. Le couronnement d'Anne est un spectacle calculé de pouvoir. Les rues de Londres sont décorées de tapisseries luxueuses, mais le silence de la foule est assourdissant. Tandis qu'elle traverse la ville dans sa procession royale, certains s'agenouillent, d'autres tournent le dos. Anne garde la tête haute, sa couronne resplendissant sous le soleil de juin. Le peuple l'appelle la grande prostituée, mais elle est maintenant leur reine. La violence commence de façon subtile. Thomas More, ancien mentor du roi, refuse de reconnaître le nouveau mariage et la suprématie d'Henri sur l'Église. Anne fait pression sur le roi, arguant qu'un tel défi ne peut rester impuni. More est envoyé à la Tour de Londres. Son destin scellé marque le début d'une vague de persécution qui balayera l'Angleterre. Le cardinal Fisher, âgé et respecté, s'oppose également. Anne observe de la fenêtre du palais quand sa tête est exposée sur le pont de Londres. Des monastères sont fermés, des reliques sacrées sont détruites et le pouvoir de l'ancienne Église s'écroule sous le poids du nouvel ordre. La reine est vue comme l'architecte de cette destruction et son nom est maudit dans les confessionnaux de tout le royaume. En septembre 1533, Anne accouche. Le royaume attend avec impatience, mais le cri qui résonne dans les couloirs du palais est celui d'une fille, la future Élisabeth Pain. Henri cache à peine sa déception. Le sourire d'Anne vacille pour la première fois, mais elle promet un fils. Sa position, auparavant inébranlable, commence à montrer les premières fissures. La reine déposée, Catherine d'Aragon, refuse d'accepter son nouveau titre de princesse veuve. Anne envoie des espions pour la surveiller, craignant une conspiration espagnole. Quand la fille de Catherine, Marie, refuse de reconnaître l'autorité de sa belle-mère, Anne suggère que la jeune princesse soit exécutée. Henri, pour la première fois, regarde sa nouvelle reine avec un mélange de surprise et d'appréhension. Les courtisans remarquent un changement dans le comportement d'Anne. Ses accès de colère deviennent plus fréquents. Elle persécute implacablement ceux qui remettent en question sa position. Cromwell, son ancien allié, commence à garder ses distances. La reine exige des serments de loyauté et ceux qui hésitent font face à de sévères conséquences. En 1534, l'acte de suprématie établit formellement Henri comme chef de l'Église d'Angleterre. La révolution religieuse qu'Anne a aidée
À concevoir est complète, mais le prix est élevé. Des familles sont divisées, des villages entiers se rebellent, et le sang tache les pierres des églises profanées. La deuxième grossesse d'Anne se termine en tragédie. Un fœtus masculin, mal formé. Les murmures dans les couloirs du palais prennent de l'ampleur. On parle de sorcellerie, de pacte avec le diable. La reine, qui autrefois commandait une révolution, se voit maintenant entourée d'ennemis dans sa propre cour. Le regard du roi, autrefois ardent de désir, porte maintenant une froideur calculatrice. Une nouvelle dame arrive à la cour, Jane Seymour. Calme, modeste et obéissante, elle représente tout ce qu'Anne n'est pas. Henri commence à la visiter avec une fréquence de plus en plus grande. La violence qu'Anne a aidé à déclencher est sur le point de se retourner contre elle-même, et la scène est prête pour une chute spectaculaire. Le pouvoir d'Anne Boleyn atteint son apogée, mais les fondations de son trône commencent à trembler. Ses appartements au palais de Greenwich sont les plus luxueux d'Angleterre, décorés de tapisseries françaises et de meubles en bois exotiques. Tout messager, tout courtisan, tout ambassadeur doit d'abord passer par elle avant d'atteindre le roi. Son cercle intime contrôle les principaux postes de la cour et son influence sur les politiques du royaume est incontestable. Mais la gloire a son prix. La nouvelle reine maintient un réseau d'espions qui s'étend dans tout Londres. Chaque matin, elle reçoit des rapports sur des conspirations réelles et imaginaires. Ses dépenses en vêtements et bijoux sont exorbitantes. Une tentative de masquer l'insécurité croissante par des démonstrations d'opulence. Le trésor royal saigne, et les murmures de mécontentement résonnent dans les couloirs du pouvoir. Les ambassadeurs étrangers refusent de s'incliner devant elle. L'empereur Charles V, neveu de Catherine d'Aragon, bloque des alliances commerciales vitales. La France, ancienne alliée d'Anne, maintient une distance calculée. L'Angleterre est isolée, et le commerce de la laine, principale source de richesse du royaume, subit un coup dévastateur. Les tentatives d'Anne de générer un héritier deviennent de plus en plus désespérées. Elle consulte des guérisseurs, ingère des potions exotiques, fait des promesses à des saints qu'elle renie officiellement. Sa troisième grossesse se termine par un autre échec. Le roi, autrefois si passionné, arrive maintenant à peine à cacher son dégoût. Ses visites aux appartements de la reine deviennent de plus en plus rares. La relation avec sa belle-fille, la princesse Marie, se détériore complètement. Anne ordonne que la jeune fille soit traitée comme une servante. Forcée de servir la table de la petite Élisabeth. Marie tombe malade, mais la reine interdit les visites médicales. Le comportement cruel d'Anne choque même ses alliés les plus proches. Cromwell, le puissant ministre du roi, commence à comploter en coulisses. Les réformateurs religieux, qui voyaient auparavant en Anne une protectrice, craignent maintenant que son comportement erratique ne compromette la cause protestante. Elle promeut des traductions de la Bible en anglais, mais sa conduite personnelle contredit les valeurs puritaines qui devraient guider la nouvelle Église. Les fêtes dans ses appartements sont critiquées pour leur frivolité, et des rumeurs de conduite inappropriée commencent à circuler. Jane Seymour émerge comme une menace de plus en plus sérieuse. Henri l'installe dans des appartements proches de la chambre royale et lui offre des bijoux qui appartenaient autrefois à Anne. La nouvelle favorite représente tout ce qu'Anne n'est pas. Calme, soumise, traditionnellement pieuse. La reine tente de bannir Jane de la cour, mais pour la première fois, elle rencontre une résistance directe du roi. Le cercle d'Anne commence à se défaire. Son propre frère, George Boleyn, autrefois son confident le plus proche, prend ses distances, craignant d'être entraîné dans sa chute. Sa cousine, Lady Rochford, commence à faire des visites fréquentes aux appartements de Cromwell. Les dames d'honneur de la reine sont remplacées une à une par des femmes loyales à Jane Seymour. En janvier 1536, Catherine d'Aragon meurt dans son exil. Anne célèbre publiquement, portant du jaune vif, couleur de deuil en Espagne. Sa démonstration de joie horrifie la cour et met le roi en colère.
Cette nuit-là, alors que des feux d'artifice illuminent la Tamise sur ordre de la reine, Henri refuse d'assister au banquet dans ses appartements. 2 semaines plus tard, Anne subit son coup le plus dévastateur. Pendant un tournoi à Greenwich, le roi fait une chute de cheval. Pendant quelques minutes, on croit qu'il est mort. Quand la nouvelle atteint les appartements d'Anne, elle subit une fausse couche. Le fœtus, examiné par les sages-femmes, était un garçon. Le dernier pilier de son règne s'effondre et ses ennemis commencent à se mobiliser pour l'attaque finale. Avril 1136. Le printemps arrive à Londres avec un air de présage. Anne Boleyn, encore en convalescence de sa dernière fausse couche, perçoit les changements subtils à la cour. Les courtisans qui se disputaient autrefois son attention détournent maintenant le regard. Ses appartements, autrefois remplis de « flatteurs », commencent à se vider. Le silence qui s'installe est plus menaçant que toute conspiration ouverte. Cromwell, l'architecte de la réforme qu'elle a tant défendue, se réunit maintenant secrètement avec le roi. Des documents sont préparés, des témoins sont interrogés. Le ministre, maître dans la destruction d'ennemis politiques, compile méticuleusement chaque erreur, chaque explosion de tempérament, chaque parole imprudente prononcée par la reine au cours des 3 dernières années. Les musiciens de la cour, autrefois si proches d'Anne, sont interrogés sur des rencontres privées dans ses appartements. Mark Smeaton, son talentueux violoniste, disparaît pendant 3 jours. Quand il revient, il est pâle et boite légèrement. Il évite le regard de la reine et ne circule plus qu'avec des gardes à ses côtés. Anne commet une erreur fatale lors d'un bal à la cour. En voyant Henri flirter ouvertement avec Jane Seymour, elle perd le contrôle. Devant toute la noblesse réunie, elle crie sur le roi, l'accusant d'ingratitude. La salle plonge dans un silence mortel. Henri, le visage rouge de fureur, tourne le dos et se retire. Cette nuit-là, il ne retourne pas aux appartements royaux. La reine tente de reprendre le contrôle de la situation. Elle convoque ses alliés les plus proches, mais découvre que son réseau de pouvoir s'effondre. Son oncle, le duc de Norfolk, est mystérieusement absent de la cour. Son propre père, Thomas Boleyn, fréquente maintenant les cercles de Jane Seymour. Même son frère George commence à éviter les rencontres privées avec elle. Les signes d'isolement se multiplient. Ces dames de compagnie sont remplacées une à une, sans avertissement ni explication. Lady Rochford, épouse de son frère, est fréquemment vue entrant et sortant des appartements de Cromwell. La petite Elizabeth, sa seule fille, est retirée de la cour et envoyée à Hatfield House, soi-disant pour sa sécurité. Fin avril, Anne remarque d'étranges mouvements dans le palais. Des messagers galopent jour et nuit entre Londres et Greenwich. Des réunions secrètes ont lieu dans les appartements de Cromwell jusqu'à des heures tardives. Le roi ordonne une enquête sur des conduites supposément inappropriées dans la maison de la reine, mais personne ne l'en informe officiellement. Dans un dernier effort pour sauver sa position, Anne tente une audience privée avec Henri. Elle attend pendant des heures à l'extérieur des appartements royaux, mais le roi refuse de la recevoir. Quand elle retourne finalement à ses propres appartements, elle trouve des agents de Cromwell fouillant ses effets personnels. Ses lettres, ses livres de prière, même ses bijoux sont catalogués et retirés. Le 1er jour de mai, suivant la tradition, un tournoi est organisé à Greenwich. Anne préside les jeux aux côtés du roi, essayant de maintenir les apparences de normalité, mais quelque chose ne va pas. Henry Norris, l'un des courtisans les plus proches du roi, est appelé à une réunion urgente pendant les festivités. Il ne revient pas. Des rumeurs commencent à circuler sur des arrestations secrètes à la Tour de Londres. Le lendemain matin, alors qu'Anne se prépare à assister à une autre journée de tournoi, un messager arrive avec une convocation du Conseil royal. La reine doit se présenter immédiatement pour répondre à certaines accusations. Quand elle demande la nature des accusations, le messager garde les yeux baissés et ne répond pas. L'air dans le palais devient lourd, avec la sensation que quelque chose de terrible est sur le point de se produire.
Tandis qu'elle marche dans les couloirs en direction de la salle du conseil, Anne remarque que les gardes ne s'inclinent plus. À son passage, quelques dames de compagnie pleurent silencieusement. À travers les fenêtres du palais, elle voit un groupe de soldats s'approcher, dirigé par son oncle, le duc de Norfolk. Le piège est sur le point de se refermer. Mai 1536. Le conseil royal se réunit à Greenwich. Anne Boleyn, portant encore ses vêtements royaux, affronte ses accusateurs. Le duc de Norfolk, son propre oncle, préside la session avec une froideur calculée. Les accusations sont lues une à une. Trahison, inceste, conspiration contre le roi, sorcellerie. L'ancienne reine d'Angleterre est déclarée prisonnière de la couronne. Le voyage jusqu'à la tour de Londres est une procession d'humiliation. Elle est emmenée dans un bateau simple sur la Tamise, passant sous le pont de Londres où les têtes de tant de traîtres qu'elle a aidé à condamner sont encore exposées. La même porte par laquelle elle est entrée triomphante pour son couronnement 3 ans plus tôt se referme maintenant derrière elle comme prisonnière. Les interrogatoires commencent immédiatement. Mark Smeaton, le musicien de la cour, après des jours de torture, avoue des relations intimes avec la reine. Henry Norris, Francis Weston et William Brereton, tous courtisans proches d'Anne, sont arrêtés et interrogés. Les confessions, obtenues sous contrainte, dépeignent un tableau de dépravation et de trahison dans les appartements royaux. L'accusation la plus choquante vient de Lady Rochford, épouse de George Boleyn. Elle témoigne qu'Anne et son propre frère entretenaient une relation incestueuse. George est arrêté et emmené à la tour. Le cercle familial des Boleyn, qui pendant des années a dominé la politique anglaise, s'effondre maintenant sous le poids des accusations. Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury et ancien allié d'Anne, reçoit l'ordre d'annuler son mariage avec le roi. Le même homme qui 3 ans plus tôt avait déclaré valide l'union, trouve maintenant des raisons théologiques pour la dissoudre. Le mariage est déclaré nul et Élisabeth, l'unique fille du couple, est déclarée illégitime. Le 12 mai, les procès commencent dans la grande salle de la Tour de Londres. Les Saint-Ingier accusés sont jugés séparément. Smeaton, Norris, Weston et Brereton sont les premiers. Le jury, composé de pairs du royaume, tous choisis par Cromwell, ne prend pas plus d'1 heure pour les déclarer tous coupables. La sentence est la mort par décapitation. George Boleyn affronte son procès avec une dignité aristocratique. Lorsqu'il est confronté aux accusations d'inceste faites par sa propre épouse, il rit amèrement. Le jury, à nouveau, n'hésite pas. Le vicomte Rochford, frère de la reine, est condamné à mort pour trahison. Le 15 mai, Anne Boleyn est emmenée pour son procès. La grande salle est remplie de spectateurs avides de voir la chute de la femme qui a défié l'ordre établi. Plus de 1000 personnes s'agglutinent pour assister au spectacle de sa destruction. Le duc de Norfolk, présidant le tribunal, parvient à peine à contenir sa satisfaction. Anne se défend avec une éloquence surprenante. Elle réfute chaque accusation avec des arguments logiques, souligne des incohérences dans les dates alléguées, remet en question la crédibilité des témoins. Pendant des heures, elle démontre la même intelligence acérée qui a un jour conquis un roi. Mais le résultat est déjà déterminé. Le jury, après seulement quelques minutes de délibération, revient avec le verdict, coupable de tous les crimes. La sentence est prononcée. La mort à la Tour de Londres. Anne reçoit la nouvelle avec un calme déconcertant. Sa seule réaction est une demande, que l'exécution soit faite à l'épée, à la manière française, au lieu de la hache traditionnelle anglaise. C'est sa dernière démonstration de préférence pour les coutumes continentales qui ont tant influencé sa vie. Kingston, le lieutenant de la Tour, écrit dans son journal que la prisonnière alterne entre des moments de calme surréaliste et des accès de rire hystérique. Elle parle du passé de sa fille Élisabeth, du temps qu'elle a passé à la cour française. Dans un moment de lucidité, elle dit « J'ai entendu dire que le bourreau est très bon, et j'ai un coup très fin.
Pendant ce temps, à Hampton Court, Henri VIII fait déjà des plans pour son prochain mariage. Jane Seymour a été discrètement installée dans des appartements proches de ceux du roi. Les messagers galopent entre les palais, portant des ordres pour que tout ce qui est lié à Anne Boleyn soit retiré de la vue royale. C'est comme si elle était déjà morte. C'est 9 mai 1536. Le matin se lève froid et clair sur la tour de Londres. Anne Boleyn se réveille avant l'aube et passe ses dernières heures en prière. Elle porte une robe de damas vert foncé, doublée de fourrure d'hermine, ses couleurs de couronnement, une dernière affirmation de royauté. Sous la robe, disent les témoins, elle porte un jupon rouge, la couleur du martyr. Le bourreau, spécialement amené de Calais à sa demande, attend dans la cour de la tour. L'épée qu'il porte a été forgée à Tolède, célèbre pour son tranchant précis. Anne tient à payer ses services à l'avance avec 40 livres en pièces d'or, son dernier acte en tant que mécène des arts, même si c'est l'art de la mort propre. À 9 heures, les cloches de la tour commencent à sonner. Une petite foule d'environ 1000 personnes se rassemble pour témoigner de l'exécution. C'est un public sélect, composé principalement de nobles et de diplomates étrangers. Le peuple commun n'a pas la permission d'assister. Une précaution contre d'éventuelles manifestations de sympathie pour la condamnée. Anne monte à l'échafaud avec une dignité remarquable. Son discours final est un modèle de diplomatie. Elle fait l'éloge du roi comme un prince gentil et souverain, sans admettre de culpabilité ni proclamer son innocence. Ses dernières paroles sont calculées pour résonner dans l'histoire. « Je viens ici pour mourir, car selon la loi, j'ai été condamné. Je ne suis pas venu pour accuser qui que ce soit, ni pour parler de ce dont j'ai été accusé. Je prie Dieu de sauver le roi et de lui envoyer un long règne, car un prince plus gentil et plus miséricordieux n'a jamais existé. » Le coup est rapide et précis. Anne meurt avant même que ses genoux ne touchent le sol en bois de l'échafaud. Son corps est placé dans une caisse de flèches usagée et enterré sans cérémonie dans la chapelle de Saint-Pierre aux Liens, à l'intérieur de la tour. Aucune marque n'identifie sa tombe. Henri VIII se marie avec Jane Seymour 11 jours plus tard. Toutes les références à Anne sont systématiquement effacées des registres royaux. Des portraits sont détruits, des tapisseries sont brûlées, des documents sont modifiés. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Le roi interdit même la mention de son nom à la cour. Mais l'ironie de l'histoire se révèle dans les décennies suivantes. Élisabeth, la fille qu'Anne a donnée à Henri, survit aux intrigues de la cour et finit par devenir reine d'Angleterre. Son règne de 45 ans, connu comme l'âge d'or, apporte à l'Angleterre le pouvoir et la gloire dont sa mère avait toujours rêvé. Élisabeth ne se marie jamais, peut-être marquée par le destin de sa mère, mais devient l'une des monarques les plus puissantes que l'Angleterre ait jamais connues. La réforme anglicane, qu'Anne a aidé à catalyser, transforme de façon permanente le visage religieux de l'Angleterre. La rupture avec Rome, initiée par son refus d'être simplement une maîtresse royale de plus, établit les bases du futur empire britannique. L'Église anglicane, qu'elle a aidé à créer, continue d'être l'Église officielle de l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui. Des siècles plus tard, les historiens commencent à réévaluer le rôle d'Anne Boleyn. De grande prostituée, elle est progressivement reconnue comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire anglaise. Son exécution est de plus en plus considérée comme un assassinat judiciaire, un exemple primordial de persécution, une politique déguisée en justice. En 1876, lors d'une restauration de la chapelle de Saint-Pierre aux Liens, son corps est retrouvé et identifié. La reine Victoria ordonne qu'il soit marqué de façon appropriée. Une simple plaque de laiton sur le sol de la chapelle indique maintenant l'endroit où repose la femme qui a changé pour toujours le cours de l'histoire anglaise. L'héritage final d'Anne Boleyn est complexe et contradictoire. Elle fut simultanément victime et révolutionnaire, catholique dévote qui a catalysé la réforme, reine pendant seulement 1000 jours qui a laissé des marques permanentes dans l'histoire.
Sa vie sert de rappel éternel du prix du pouvoir et de la nature éphémère de la gloire terrestre. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez marché avec nous à travers les salles sombres de l'histoire, que retirez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode, nous parlerons de Richard III, le dernier roi Plantagenet. À bientôt!